Bonsoir, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures pour se sentir reliés les uns aux autres, pour se parler en toute sincérité et en toute liberté. Jusqu'à 1 heure, la ligne est ouverte au 39 21. 2 voix chaleureuses pour vous y accueillir, Jeanne et Paul, ainsi que Julien Jaffray qui réalise cette émission ce soir. Et bien sûr, vous pouvez m'envoyer vos mails dès à présent sur le site europe1.fr, ainsi que vos SMS au 7 39 21, en les commençant par le mot nuit, si vous voulez donner votre point de vue. Je vous rappelle également que le 39 21 est ouvert dès 22h30, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez me parler, appelez à ce moment-là, parce que c'est généralement le moment où la ligne est la moins encombrée, donc du dimanche au jeudi 39 21, dès 22h30, vous aurez Paul ou Jeanne pour vous accueillir. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Claude. Alors bonsoir et merci de me prendre. Ah ben je vous en prie, on s'était parlé hier en toute fin d'émission. On n'en a pas pu développer, oui. Voilà, donc je vous avais promis, comme vous vouliez un petit peu, c'était en réaction au témoignage d'une auditrice, de Françoise, qui voulait nous parler d'une amie qui avait tendance à accumuler beaucoup d'objets chez elle et à ne pas pouvoir s'en séparer. Et vous aviez voulu réagir. Et donc, moi, j'ai vécu ce problème. Je suis encore dedans, mais j'ai vécu ça pendant 20 ans. Avec votre épouse, hein ? Pardon ? Avec votre épouse. Voilà, avec mon épouse. Là, je suis en c'est pas fini, mais je suis en divorce là. Oui. Donc déjà, je donnerai un conseil aux gens qui écoutent l'émission. Ils peuvent aller sur Internet et taper syndrome de Diogène, c'est-à-dire D-I-O-G-E, accent circonflexe N-E, et ils verront une vidéo qui est une copie conforme de l'appartement que je vis. C'est pas mon appartement, mais les gens qui sont venus dans l'appartement m'ont dit que ça ressemblait tout à fait à mon appartement. C'est pas un plan, vous faites bien de le préciser. Je n'ai pas vu à quoi ça ressemblait, mais pourquoi c'était vous. La description que vous en faisiez hier soir était vraiment assez préoccupante. C'est même, je veux dire, quand je vais vous faire la description, ce sera même pas... on peut vraiment pas, même moi je suis étant aveugle, ça m'affole quoi. C'est tellement important. Vous êtes aveugle, vous, donc je suis aveugle depuis 1980. C'est là que ça a commencé. Donc je vais vous raconter un peu chronologiquement comment ça s'est passé. Oui. Donc j'ai vécu toute ma jeunesse à Strasbourg. En 1973, je suis venu au Havre parce que j'avais rencontré une jeune fille et donc je suis venu en 73. En 1975, je me suis marié avec elle et puis j'ai trouvé un travail où j'ai travaillé pendant 17 ans dedans. Et donc, cette union, il y a eu 2 enfants qui sont nés. Donc ça c'est un premier mariage. Hein. Et donc mes enfants ont été montés contre moi. Donc depuis plus de 20 ans, là, j'ai pas de nouvelles. J'ai une fille et un garçon. Donc ma première femme avait des problèmes d'achat compulsif. Donc j'étais donc marié de 1975 à 1987. Bon, après, de 87 à 90, j'ai eu un moment très difficile parce qu'il a fallu rembourser. Elle faisait pendant que je travaillais, elle commandait toutes les sociétés par correspondance, de vente par correspondance. Donc j'ai eu un moment très très difficile, mais je m'en suis presque sorti. Et donc en 1990, j'avais un ami qui habitait la région parisienne. Et il me dit comme ça, il faisait beaucoup le Minitel et il rencontrait pas mal de jeunes filles. Et puis il me dit comme ça, il avait rencontré une jeune fille qu'il avait hébergée pendant une semaine. Et il me dit comme ça, je connais quelqu'un qui partage les mêmes goûts que toi, est-ce que tu veux la connaître? Je lui dis pourquoi pas. Et donc, il m'a mis en relation avec elle. Donc, on a commencé par les courriers, par le téléphone. Donc, là, je me suis donc aperçu depuis 2 choses. Avec le recul, c'est que dès le départ, elle me mentait sur sa personnalité. Et
d'autre part que c'était une personne qui allait qui était fâchée avec sa famille et qui allait de personne en personne en disant donc elle était sur le Minitel et les gens, elle disait aux gens ce soir j'ai pas d'hébergement donc je vais coucher dans ma voiture. Donc quand il y avait des gens qui avaient bon cœur, ils l'hébergeaient. Et donc le 21 juin 1990, elle me téléphone et elle me dit comme ça, je me suis disputé avec une collègue et ce soir, je me suis disputé avec une collègue et ce soir, la personne qui m'héberge me met à la porte. Mais Claude, on ne va pas pouvoir développer non plus trop parce que si vous voulez, voyez, là, c'est vrai qu'hier vous n'aviez pas le temps de développer, mais là vous rentrez, y compris sur votre premier mariage. Je crois que vous vouliez revenir sur ce que vous appelez le syndrome de Diogène et sur le fait de ce que vous avez vécu avec elle par rapport. Oui, ça serait parce que voir comment moi je peux vous aider puisque vous dites que par rapport à ce divorce c'est compliqué, que vous n'arrivez pas à faire valoir vos droits. Donc autant venir peut-être directement au vif du sujet, si vous voulez bien. Je viens tout dessus. Alors, donc, comment ça s'est mis en place, c'est-à-dire il y a une seule précision avant de venir dessus qui est très courte. Je suis marié en 1991, le lendemain du mariage, la personne a complètement changé et donc elle a changé. Elle m'a interdit d'avoir certains amis et puis toute relation intime et sentimentale en prétextant que dans le mariage il y avait des choses plus sérieuses. Bon, j'arrive donc. Mais dès le lendemain de votre mariage. Oui, dès le lendemain du mariage, oui. Donc j'arrive à... Oui. Donc en 1992, on a eu un accident et dès le lendemain, en octobre 1992, j'ai donc eu un accident et dès le lendemain, j'ai eu des troubles de la vision. Donc en 1993, j'ai été licencié de là où je travaillais parce que c'était un chômage technique. Et donc là on commence donc ce que vous voulez savoir. Donc suite à l'accident, je suis complètement aveugle. Et donc à partir de là, mon épouse a fermé complètement les volets de tout l'appartement. C'est un appartement qui était quand même assez grand, qui fait 4 pièces. Et donc il y a 5 portes-fenêtres. Donc elle a fermé complètement les volets. Elle a commencé à fermer toutes les issues avec des cartons. Dans la cuisine, c'était des sacs poubelles avec des bouteilles et tout ça. Moi, étant aveugle, je pouvais pas me défendre. Que l'appartement est devenu vraiment... Mais pour circuler, ça devait être d'autant plus difficile parce qu'en plus, vous avez perdu la vue de façon accidentelle. Donc déjà, pour vous repérer, pour vous déplacer, oui, c'est d'autant plus difficile, évidemment, puisque c'est pas comme si vous aviez été aveugle de naissance où vous auriez été toujours habitué à cet état de fait. Donc, si votre épouse, en plus, se met à ce moment-là... vous dites que c'est suite à l'accident qu'elle a commencé à fermer tous les volets, à fermer les issues. Suite à l'accident, elle a quoi à ce moment-là? Elle a basculé, elle a sombré parce que. Elle a basculé ou je sais pas ce qui s'est exactement. Je pense qu'il y avait déjà quelque chose avant. Elle a été touchée par l'accident elle-même. Non, elle n'a pas été du tout touchée. Non. Elle était présente. Elle a vu, elle a pu conduire. Elle pouvait encore conduire après. C'est moi qui a pris le choc. Pour vous dire, par le choc, le siège s'est mis sur le côté tellement le choc a été violent. Et une voiture qui roulait à plus de 80 km/h qui nous a percutés. Et donc voilà. Donc c'est là où elle s'est mise à finalement entasser des objets. Mais vous en avez parlé avec elle de dire que même pour vous ça vous facilitait pas le quotidien. J'ai fait au moins une quarantaine de mises en garde jusqu'à cette année pour lui dire. Alors elle me disait oui. Et donc pendant à peu près 2-3 jours, elle lavait la vaisselle, mais elle recommençait après parce que c'était une personne qui passait tout son temps devant l'ordinateur et qui disait toujours que l'ordinateur il était plein, donc il fallait le vider et tout ça. Donc, ça, elle savait faire, là. Oui, paradoxalement. Paradoxalement, ça, elle savait vider l'ordinateur. Mais elle encombrait votre appartement. Tout à fait. Donc, l'appartement c'est pas d'un seul coup qu'il a été complètement rempli.
Il s'est rempli quand même assez vite, mais il s'est rempli. Donc à partir de 1993, il s'est rempli. Mais vous ne receviez plus alors? Vous n'aviez plus de visites? Vous ne... comment dire, en l'an 2000, il s'est passé une chose que je vais vous raconter, mais à partir de là, elle a interdit à tout le monde, même les ouvriers de maintenance, de rentrer dans l'appartement parce qu'elle était consciente qu'elle faisait mal. Hein. Et la famille ou les amis qui sont venus, on devait les recevoir sur le trottoir, quoi. Tellement l'appartement était... quand vous receviez des amis, ils restaient à l'extérieur? Oui, ils venaient sur le trottoir, et puis on parlait, puis ils repartaient aussitôt, parce que... Et puis, à un moment donné, il n'y a plus eu d'amis. La famille, elle n'a rien dit vraiment. Mais par rapport à cet état de fait, parce que vous subissiez ça, vous avez essayé quand même de dire que c'était pas possible de vivre comme ça? Je lui ai dit une quarantaine de fois. Et quelle était sa réaction? Elle s'énervait ou sa réaction était plutôt silencieuse. Elle disait oui, mais c'est tout ce qu'elle faisait. D'accord. Et je vais vous donner un exemple aussi en l'an 2000. Donc ça c'est la dernière personne en octobre 2000, la dernière personne qui est venue. Et moi j'avais tellement honte de cet appartement déjà en l'an 2000 que pendant 40 à genoux, j'ai nettoyé le sol de la cuisine parce que la cuisine était vraiment dans un état, le reste aussi, mais c'était surtout la cuisine. Et donc j'ai nettoyé l'état, j'ai gratté le sol à genoux pendant 48 heures en étant aveugle. Et puis j'ai nettoyé aussi la vaisselle. Il y avait de la vaisselle croupissante dans des plats et tout ça jusqu'à la hauteur des yeux. C'était vraiment bon. Et puis tout le reste, quoi. Et donc j'ai nettoyé ça. La personne est venue, tout ça. Et puis moi j'ai été très... Et donc, le 7 novembre, j'ai été hospitalisé pour des problèmes de prostate. Je suis resté un mois et demi parce que j'ai eu des complications. Et quand je suis revenu de cette hospitalisation, je rentre dans l'appartement, je vais dans l'appartement, et puis je vais voir la cuisine. Et quand je vois l'état de la cuisine qui était encore pire que quand je suis parti. Mais auparavant, avant votre accident, elle nettoyait normalement, l'appartement, ou elle avait déjà des difficultés? Elle nettoyait surtout quand il y avait du monde qui venait. Oui, sinon elle avait tendance à laisser aller les choses. Oui, d'accord. Donc à ce moment-là, quand du monde venait, elle avait quand même conscience elle savait ce qu'il fallait faire. Elle a conscience, elle a encore, je pense qu'elle a toujours conscience aujourd'hui. Ça paraît peu probable, vu ce que vous décrivez. Aujourd'hui, elle me charge alors. Donc, ça paraît peu probable. Oui, alors quand je suis revenu, j'ai vu cette cuisine et là j'ai craqué en pleurs. Vraiment, j'étais en plus affaibli par l'hospitalisation. Et alors elle était à côté de moi et là justement elle n'a rien dit. Elle était silencieuse à côté de moi. Je pleurais mais elle n'a absolument rien dit. Voilà. Et donc ça a été une chose. Il y a aussi quel a été le déclic alors pour que parce que ça a duré 20 ans et qu'au bout de 20 ans vous me dites là vous êtes en procédure de divorce. C'est vous qui avez décidé de mettre un terme à votre histoire? En 2005 je voulais divorcé, mais le problème que j'avais, je suis isolé, j'ai ma famille qui est dans l'Est et dans le Sud de la France, et puis les amis, ils se sont détournés, quoi. Donc j'ai pas pu, en 2005 je voulais déjà divorcer. Et donc cette année, déjà l'année dernière, en juin, j'avais téléphoné à une assistante sociale pour qu'elle vienne constater l'appartement. Et puis au dernier moment, j'ai eu un problème. C'était que ça m'embêtait de mettre quelqu'un à la porte. Et donc j'ai annulé. Vous parlez de votre épouse? Et donc elle a un peu fait des choses. Elle avait un sac de linge. Enfin, elle a fait quelques trucs, mais et puis c'était nouveau l'ordinateur. Et donc cette année, en janvier, je lui ai demandé. Je voyais que moi je m'affaiblissais. J'étais anémié parce que je prenais pas l'air frais. L'air n'était jamais. Et puis, il n'y avait pas du tout de lumière du jour. Et moi, 3 semaines après qu'il est parti, j'ai eu un zona justement à cause de ça. Et donc, j'ai pris vraiment la ferme décision d'arrêter ça parce que je me suis dit, moi, je pourrais pas finir ma vie là-dedans. Ça va mal se terminer. Oui, c'était rester dans cette relation n'avait pas de sens. Je lui ai demandé de partir. Et puis, comme je lui ai demandé souvent de partir.
croyais que c'était encore une fois que j'allais revenir sur ma décision. Donc elle a fanfaronné. Et puis fin janvier, en voyant que elle ne voulait pas partir. Je lui avais dit, tu te cherches un appartement, tu trouves du travail au Pôle emploi, et puis... donc là, vous y êtes, voilà. Vous êtes dans cette procédure, donc vous ne vivez plus ensemble. Alors donc, fin janvier, je lui ai dit, j'ai posé la question qui fâche, et je lui ai demandé combien on devait de crédit. Parce que c'était elle qui faisait le budget et je ne savais pas exactement où on en était. Et elle était paniquée, elle me dit par 3 fois 180 € et je lui dis d'aller sur Internet et de me dire la vérité, quoi. Et donc elle revient, elle me dit 4 500 €. Alors, donc vous avez une très grande mémoire des dates, mais moi ce que j'aimerais comprendre, c'est maintenant vous en êtes où ? C'est-à-dire parce que vous dites qu'elle vous charge, c'est ce que vous disiez hier, que vous n'arrivez pas à faire valoir vos droits. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire valoir exactement auprès d'elle ? C'est-à-dire puisque vous n'avez pas d'enfants ensemble, si je comprends bien. Non, il n'y a pas d'enfants. Donc qu'est-ce que vous voulez ? Alors je vais vous expliquer. Donc oui, mais il faut qu'on y arrive là, hein ? Oui, on y arrive, il n'y a aucun problème. J'essaie d'être le plus court possible. Je sais que c'est un peu long, mais voilà. Oui, c'est parce que si vous voulez, après ça va m'être difficile. C'est du temps pris sur le fait de comment moi je peux vous aider, en quoi je peux vous être utile. Je vous donne tout de suite ce qu'il y a à dire. Hein. Donc quand elle est partie le 30 janvier, il était d'accord que moi qu'elle me demande pas de pension alimentaire et que moi je paierai les crédits, c'est 200 € par mois, et puis la rénovation de l'appartement, hein, parce que là il y a de quoi payer, hein. Et puis voilà. Et donc en mois de mars, je reçois une lettre du tribunal qui me dit que je suis convoqué pour le divorce, mais qu'elle demande en même temps 400 € de pension alimentaire. Bon. Alors je suis étonné, mais je suis pas tout à fait étonné parce qu'elle dit souvent une chose et puis elle dit le contraire après. Donc le 4 avril, je suis convoqué au tribunal. Alors c'est important de vous raconter cette histoire-là. Voilà. Donc je suis Alors vous êtes convoqué, qu'est-ce qui se passe là ? Alors là, ce qui se passe. Alors donc je pars avec mon auxiliaire de vie que j'ai depuis seulement le 26 mars parce que j'ai pas beaucoup été aidé avant. Et je pars avec mon auxiliaire de vie et je vais donc au tribunal. Donc je pars de bonne heure parce qu'on a des tramways au Havre en ce moment, et puis il y a des problèmes de stationnement. Et donc j'arrive là-bas à 9h30. À 10h, mon avocate est en retard, puis après la juge est en retard, donc on passe à 11h45. Donc ça décale tout. Donc la juge aux affaires familiales me dit comme ça seulement, elle me reçoit assez froidement, sans excuse, sans rien, et puis elle me dit comme ça, vous êtes d'accord pour un divorce, à l'amiable, enfin voilà. Et moi je dis oui parce que je me suis dit je vais tourner ma page rapidement et je veux me reconstruire et tout ça. Donc d'accord. Donc je signe le papier et à peine le papier est signé, et puis en plus elle me dit un divorce sans qu'on avance les torts. Et donc quelques minutes après, on se retrouve les deux avocats, mon épouse, moi et la juge, quoi. Et Tito qu'on est ensemble, son avocate commence à sortir toute une litanie de mensonges, enfin plein de choses. Oui, mais ça, c'est son rôle. Elle défend sa cliente qui est votre ex-épouse. Et le vôtre avocat, votre avocate à vous ? Mon avocate, je suis mal tombé parce que je suis allé la voir la première fois le 26 mars. J'avais pris une femme en pensant qu'elle serait plus sensible à mon problème. Et quand je l'ai vue la première fois, quand elle a vu les photos, elle m'a dit vous êtes négligé. Et puis elle m'a dit aussi, mais vous n'êtes pas aperçu que c'était si sale que ça chez vous. Enfin voilà, j'avais jamais vu en 20 ans depuis que je suis une personne aussi désobligeante, quoi. Et donc mon avocate, la seule chose qu'elle a fait, elle a lu une attestation de la mairie. Et puis à la fin, quand j'ai vu que j'ai pris la parole et puis j'ai dit comme ça, mais j'attire votre attention, ça fait
quand même presque 20 ans que je vis dans cet appartement clos, sans lumière, sans air frais. Voilà. Alors, la seule chose, il y a eu un blanc, et puis la seule chose, l'avocate de mon épouse a sorti cette phrase très pertinente, que je trouve très pertinente, moi personnellement. Elle me dit comme ça, mais votre femme vivait bien dans ce logement. Alors je lui ai répondu, mais oui, elle aimait la saleté. Et non, puis, je ne crois pas qu'elle aimait. Bon, enfin, c'est votre femme, elle a été, c'est le signe, elle est malade aussi. Hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois, moi, voilà. savais. Vous avez été. D'ailleurs, vous dites, c'est quand même intéressant. C'est symboliquement, c'est au moment où vous avez votre accident, où vous malheureusement perdez la vue, elle est dans un repli quasi autistique chez elle, où elle ferme tous les volets. Elle ne laisse plus entrer la lumière. Ouais. Au moment où vous perdez la vue. Non, mais vous voyez quand même la symbolique qu'il y a. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc il y a quelque chose là et ça a été un huis clos étouffant entre vous deux, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est quelque chose. Alors vous étiez évidemment très diminué, très vulnérable du fait que vous aviez perdu la vue, mais c'est vrai que en même temps, ça se comprend qu'un magistrat ou qu'un avocat dise ça a duré 20 ans. Voilà, qu'est-ce qui fait que ça a duré 20 ans? Vous étiez terriblement isolé. Ils ont eu des photos devant les yeux. Oui, mais je n'en doute pas. Je sais ce que ça peut donner, mais c'est-à-dire que en même temps, vous avez été pris dans un huis clos conjugal assez, quand même très très particulier là. Et bon, alors aujourd'hui, vous vous révoltez. Hein, vous êtes dans la colère non, aujourd'hui. Je me révolte pas. Oui, enfin révolté. Après coup, vous êtes en colère, mais après avoir subi. Oui, c'est surtout. Mais l'important, c'est que vous ayez pu sortir. Oui, mais il faut qu'on conclue, Claude, parce que si vous voulez, on peut pas. Oui, je viens justement à moi. Oui. Justement à conclure. Donc en avril, fin avril. J'ai eu un papier du tribunal, alors qui me condamne complètement à tout, c'est-à-dire à quoi à rembourser le crédit complètement moi, alors que c'était moi aveugle, je ne peux pas. Vous êtes propriétaire de l'appartement, c'est ça? Non, je suis pas propriétaire. Non, mais donc rembourser le crédit de quoi? Les crédits, parce qu'elle a acheté choses derrière mon dos avec l'ordinateur justement, et moi je ne peux pas les faire, donc je suis condamné à payer. Vous êtes solidaire vous étiez marié, solidaire. Oui, non, mais c'est une question que je pose. Vous êtes, c'est ça, c'est du point de vue de la loi, je veux dire. Voilà, c'est ça. Je suis solidaire. Oui. Et donc. Il y a ça, il y a... Et votre avocat, là, parce que si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas bien défendu par votre avocat, à ce moment-là, il serait important d'en changer. J'ai changé d'avocat au mois d'août, j'ai changé d'avocat. Vous avez bien fait. Il a l'air mieux quand même. Bon. Oui. Et donc j'ai plein de choses à payer, la rénovation de l'appartement et tout ça. Et oui. C'est qui me fait. Et puis alors la justice n'a pas pris du tout en compte mon handicap, n'a pas pris du tout en compte que j'ai besoin d'aide financière pour payer quelqu'un pour m'aider, parce que je suis vraiment tout seul quoi et donc j'ai toute cette charge qui me tombe sur le dos, plus la rénovation de l'appartement. J'ai même été inondé pendant la moitié de l'appartement a été inondé parce qu'il y avait un robinet qui était mal entretenu et tout ça. Donc j'ai plein de problèmes. il faut que vous voyez quand même avec l'avocat ce qu'il est possible de faire, même si vous êtes marié vous étiez marié. Oui, mais donc même si c'est sous le régime de la communauté, il y a peut-être une façon de voir dans la mesure où elle a contracté des dettes. C'est vrai que normalement, sous le régime de la communauté, on est solidaire. Mais il faudrait peut-être voir quand même, compte tenu, vous, de vos revenus, compte tenu, vous pouvez dire, du préjudice et autres, que votre avocat essaie de voir. Elle a pas du tout de revenus, votre ex-femme. Si, elle a le chômage. Et puis, elle a le chômage. Certainement des aides de la CAF et tout ça. Peut-être voir de façon à ce que vous ne retrouviez pas à avoir... je comprends, ce préjudice matériel. Ce côté-là, je suis tout à fait en train de faire avec mon avocat. On attend parce que la loi veut que le divorce n'est pas conclu si pendant 30 la personne ne signe pas. Je paye la pension de secours que je dois payer actuellement, et elle a 30 mois pour signer. Alors, d'accord. Bon, alors il faut voir au maximum avec votre avocat ce qu'il en est. C'est ce que je fais, là, je suis en train de faire.
Et voilà. Dernier petit problème que j'ai, c'est que moi intérieurement, je suis très démoli par cette histoire-là, et je suis tout seul. Et j'essaye de voir, mais je ne trouve pas la solution. C'est que je voudrais parler avec des gens, avoir des contacts avec des gens parce que toute la journée je rumine ça, et j'aimerais parler avec des gens d'autres choses, mais je ne sais pas comment faire. J'ai essayé de voir sur Internet, mais comme je sur Internet. Commencez par ça. On sent que vous avez un grand besoin de parler. Hein. Vous êtes trop seul depuis longtemps. C'est pour ça que vous vous êtes laissé enfermer dans cette relation terrible où vous n'aviez plus de prise sur rien. Donc cet appartement, c'est comme je vous disais hier. Oui, mais vous ruminez parce que là, c'est vrai que ça serait bien de vous ouvrir un peu à l'extérieur, de voir d'autres choses. Vous pouvez contacter peut-être l'association Valentin Huy. Qui s'occupe déjà, qui est là pour les personnes. Mais pour les non-voyants, c'est quand même, vous pourriez déjà avoir des contacts, une ouverture dans ce qu'ils proposent comme activité. Déjà pour avoir au moins, vous constituer un peu un réseau. Parce que là, forcément, vous êtes seul, et du coup, quand on est seul avec les problèmes que vous rencontrez actuellement, vous êtes en boucle là-dessus, parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'inquiétudes. Ça s'entend. Pas spécialement de mon... Mais ça s'entend. J'ai besoin de parler avec quelqu'un de tout. Mais c'est important que vous le fassiez. Et peut-être aller voir à ce moment-là à votre mairie aussi, voir qu'est-ce qu'il est possible comme activité, en fonction de vos centres d'intérêt, puisque vous dites que cette femme, vous l'avez rencontrée comme ça, c'est un ami qui vous l'a présentée, en disant que vous aviez les mêmes centres d'intérêt. Donc quels sont vos centres d'intérêt ? Alors, mon intérêt, c'est la musique, et grâce à Europe, et je dois dire, numéro 1, la radio, parce que j'écoutais, quand j'avais 7 ans, j'écoutais déjà Europe numéro 1 à l'âge de 7 ans, et donc j'ai des centres d'intérêt, je m'intéresse à beaucoup de choses. La musique, vous pourriez peut-être, si vous aimez la musique, voir ce qui est proposé, ou apprendre, jouer d'un instrument, faire partie d'un groupe. L'écouter, parce que voilà, l'écouter, vous aimez l'écouter? Bon, aller à des concerts, ou apprendre, pourquoi pas, vous mettre à jouer d'un instrument, mais voir déjà ce que propose votre mairie. Voilà, là pour vous dire. Il faut que vous sortiez. On sent que vous êtes trop isolé, que vous avez un grand besoin de parler. Hein. On sent que vous avez été trop privé de ça, que vous êtes vraiment un besoin d'échange, et ce qui est d'ailleurs bien, ce qui est constructif. Mais prenez contact à ce moment-là avec l'association Valentin Huy. Il y a certainement des antennes là où vous vous trouvez dans votre région, et puis avec votre mairie pour trouver des activités, hein, parce que pour sortir de votre isolement. Bon courage, Claude. Au revoir. Bruno Mars, Look Out of Heaven. La libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Un petit mail de Laurence de Picardie qui revient sur le témoignage de Claude pour dire votre épouse s'est aveuglée à sa façon, et je ne pense pas que cet état de fait ait été dirigé contre vous. C'est ce que dit aussi Ninon, qui demande si elle était responsable de l'accident. Donc Claude nous a dit que non, c'est un autre automobiliste qui les a percutés. Parce qu'elle dit il y a quelque chose de très troublant entre votre cécité et puis le fait qu'elle se soit mise à obturer toutes les fenêtres de l'appartement. Il y a eu un traumatisme. Malheureusement, Claude en a gardé des séquelles physiques très importantes, puisqu'il a perdu la vue. Et son épouse, on a eu l'impression qu'à ce moment-là, il y a eu un trauma psychologique, puisque c'est à ce moment-là qu'elle a développé le fait de se claquemurer comme ça chez elle, et ça a viré au huis clos conjugal infernal, vraiment. Bonsoir Mathilde. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vous remercie de prendre je vous en prie, appel. Je suis là pour vous. Hein.
Voilà, écoutez, moi je vous appelle par rapport à des troubles du comportement alimentaire, que je vis depuis environ 6 ans, voilà. Ça a commencé, vous aviez quel âge ? J'avais 20 ans. Voilà, d'accord. Et dans quel contexte ça s'est mis en place ? En fait, ça s'est passé au moment, où j'étais en classe préparatoire. Oui. Écoute, j'étais une très bonne élève jusqu'au bac. Oui. Et puis en prépa, c'était extrêmement difficile. C'est dur les prépas, de toute façon. Voilà, oui. beaucoup de... Oui. Voilà, beaucoup de travail pour des notes assez minables. Oui, donc, vous êtes passé de très bonne élève à moyenne, voire très moyenne, quoi. Oui, parmi des gens qui... Mais vous étiez avec des cracks. Qui ont fait de très grandes écoles, polytechniques, centrales. Et bon, c'est vrai qu'à côté, c'est difficile à gérer. Voilà, quand on a passé... on a beaucoup misé dans le passé sur ses études. Voilà, quand on n'y arrive pas, quand on est impuissant, c'est difficile. Et puis il y a eu pas mal. Vous avez craqué ? Vous pouvez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît, Mathilde, parce que je vous entends pas très très bien. Vous avez craqué à ce moment-là ? Comment ça s'est En fait, il y avait ces échecs à répétition. Voilà. Et puis aussi, il y a eu 6 décès dans ma famille assez proches. Voilà. À intervalles de temps réguliers. En 6 mois, voilà, il y a eu à peu près 6 décès. Un suicide dans ma classe, le suicide d'un de mes professeurs, le décès de ma cousine. Enfin voilà, beaucoup de choses en un minimum de temps. Votre cousine avait le même âge que vous ? Non, c'était une cousine qui avait 4 ans. Voilà, donc. À 4 ans, c'est un décès accidentel, là. Non, c'est un décès, une maladie inconnue. Enfin, voilà, une maladie. On n'a jamais trop su pourquoi, mais donc voilà, c'était une accumulation de choses qui. Et à chaque fois, je ne suis jamais, même quand j'ai eu l'occasion, j'ai pas été aux enterrements parce que justement, je privilégiais encore mes études et j'ai jamais trop eu le temps de réaliser en fait. Ça paraît étrange là à ce point-là d'investir autant les études pour ne pas aller aux enterrements. Enfin, oui, vraiment. Tellement ça vous prenait de. Oui, c'est en fait depuis l'âge de 10 ans, j'ai tout misé sur. Mais pourquoi vous misiez autant sur les études ? C'était vos parents. Vous avez compté beaucoup sur vous. Il y avait une pression mise sur votre scolarité. Un petit peu, oui. Voilà, vous aviez l'exigence de réussir. Oui, voilà, et je pense aussi je me donnais un peu cette mission dans la mesure où ma mère avait arrêté de travailler pour nous élever, mon frère et moi. C'est ce qu'elle vous a dit ? Non, mais elle nous le faisait sentir, voilà. Donc, et qu'est-ce qu'elle faisait auparavant comme travail, votre mère ? Elle était assistante dentaire. D'accord. Voilà. Donc il fallait il fallait compenser le fait qu'elle ait arrêté de travailler pour vous. Elle aurait pu reprendre après, hein ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que aussi elle s'est arrêtée de travailler aussi parce que mon père a souffert d'une grave dépression et donc voilà, il était plus trop en état de s'occuper de nous. Donc c'est vrai qu'aussi elle s'est arrêtée aussi pour ça. Donc, d'accord. Oui, il y a eu donc il n'y a pas que vous, hein ? Non, il n'y a pas que nous. Donc votre père va mieux ? C'est chronique. Hein. Depuis qu'il est à la retraite, disons que ça va mieux dans la mesure où c'était son travail aussi qui le stressait pas mal. Donc, d'accord. Mais il y a des hauts et des bas, on va dire. Voilà. Donc c'est dans ce contexte que vous avez développé, c'était quoi en termes d'anorexie, de boulimie ? Oui. Anorexie, en fait. Anorexie. Vous aviez d'autres symptômes que l'anorexie ? C'est-à-dire je ne sais pas, est-ce que vous avez été très déprimée à ce moment-là ? Ah oui, en fait, je pense que c'était simultanément. En fait, rapidement, je me rappelle à peu près au mois de février de 2005, je me rappelle avoir décidé à ce moment-là, je me détestais tellement que
c'est à ce moment-là que j'ai décidé de perdre du poids et en décembre de la même année, j'en étais à 26 kilos, quoi. Voilà. Et mes parents, étaient impuissants, quoi. J'ai passé les concours des grandes écoles dans cet état-là, autour de 35 kilos, quelque chose comme ça, et ils m'ont aidé à me déplacer. Mais vous vous présentiez quand même aux examens dans cet état-là, oui. Et vos parents vous aidaient à vous déplacer. Oui. Ils ne voyaient pas votre état de. Mais je pense qu'ils n'étaient pas conscients de la réalité du problème. Bah oui, mais je pense qu'aussi ils disaient qu'après les concours ça irait mieux, et puis voilà. Oui, mais enfin vous étiez quand même descendu très très bas là. Oui, mais je sais pas combien vous mesurez, mais enfin même si vous dissimuliez sous vos vêtements, malgré tout, vous voyez, à un moment il y a plus urgent que des diplômes à passer. Oui. Parce qu'à un moment aussi, quand on descend trop bas, c'est une question de vie ou de mort. Oui, je sais, oui. Je sais, mais... Enfin bon, c'est comme ça après. Aujourd'hui, vous en êtes où ? Bon, j'ai un poids qui me permet qui me maintient hors du danger. Je suis encore dans une grande maigreur, mais disons que ça, j'ai pas, pas de risque vital, voilà. D'accord. Et bon, ça me permet d'avoir quand même une activité professionnelle malgré tout, quoi. Voilà. C'est-à-dire donc aujourd'hui vous avez arrêté vos études, vous travaillez ? Non, en fait j'ai mené mes études en parallèle, même si tout en étant malade. Voilà, tout en étant malade, voilà. J'ai jamais arrêté. En fait, on m'a accordé 3 semaines quand j'étais vraiment au plus bas de mon poids en école d'ingénieur. On m'a accordé 3 semaines pour essayer de me reposer un peu, et puis après j'ai repassé mes partiels et j'ai continué par la suite. Mais du coup, j'ai jamais pris trop le temps de réaliser ce qui s'était passé et d'être aidée aussi sur le plan alimentaire et même sur le plan psychologique surtout. Psychologique, ouais. Oui. Parce que ça se traduit pas qu'en termes alimentaires, hein. C'est oui. L'anorexie, c'est avant tout psychique. Donc vous n'avez pas été aidée. Vraiment la personne qui m'a aidée. Vous avez cherché ? On a cherché pour vous, parce que souvent c'est ça le problème aujourd'hui. Vous êtes très consciente de vos difficultés. Oui, mais j'ai à peu près compris tous les mécanismes, mais disons que c'est pour autant j'y arrive pas à passer outre, voilà. Donc, déjà, c'est bon. Enfin, c'est plutôt encourageant si vous dites que jusque-là, vous n'avez pas été vraiment prise en charge par rapport à ce problème-là. Oui, mais enfin. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes demandeuse d'une aide, vous pourrez rencontrer quelqu'un qui pourra vous aider. Disons que j'ai été suivie pour ma dépression plutôt. Oui. Et là, on m'a fait comprendre que dans la mesure où c'était chronique, qu'est-ce qui est chronique ? Disons que c'est dans la mesure où je souffrais de ces troubles du comportement alimentaire depuis un certain nombre d'années. Il y avait peu de chances que j'arrive à en guérir, entre Qui guillemets. vous a dit ça ? Un psychiatre. Et après. Oui, enfin ça. Alors, en même temps, ça fait 6 ans que vous en souffrez. C'est pas, vous n'êtes pas depuis 20 ans dans cette pathologie-là. Hein. Donc, il est un peu tôt pour le dire, non ? Vous pensez pas ? Ouais. Enfin, il m'a dit, vous savez, il y a beaucoup de femmes de 40 ans qui vivent avec ça. Certes, c'est vrai. Il y a des personnes qui gardent un comportement assez perturbé avec la nourriture et qui vivent avec, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus dans une zone de danger, mais qui sont dans un comportement assez quand même restrictif par rapport à la nourriture, où c'est toujours quelque chose de problématique, le rapport à la nourriture. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui, à un moment, guérissent. Il y a une partie des personnes qui en guérissent. Alors il y a plusieurs. Donc pourquoi ça deviendrait chronique tant que vous n'avez pas vraiment essayé. Pour le moment, vous voulez dire que c'est quelque chose qui est en train qui se chronicise ou vous vivez avec sans être dans une zone de danger. Mais ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas évoluer. Ouais. Parce que vous n'avez pas, vous avez 26 ans, hein, vous n'avez pas 40 ans.
Donc il y a des choses qui peuvent se passer pour peu que justement vous avez un idéal très très fort, une image de vous où vous devez toujours être dans la perfection, dans la performance, et où, comme vous dites, depuis que vous êtes dans votre scolarité jeune, il fallait obtenir des bons résultats scolaires. Il y a quelque chose de l'ordre d'une réparation par rapport à l'histoire de votre mère, et bon, donc il faut surtout pas décevoir. Alors après, jusqu'à devenir un pur esprit, finalement, à un moment, le corps était complètement négligé. Quand vous pesiez 26 kilos, même 35 kilos, bon, vous étiez un pur esprit. Enfin, en tout cas, vous tendiez à l'être. Comme si finalement le corps et son fonctionnement étaient étaient méprisables. Oui, voilà. Mais on peut réapprendre à réinvestir aussi son corps, son enveloppe, et finalement baisser un peu le seuil de vos exigences, et que vous pouvez être vous-même et avoir une valeur, même si vous n'êtes pas toujours dans la performance et dans le bon résultat. Ça peut se travailler, ça. Je ne sais pas comment. En même temps, c'est quelque chose qui me comment dire, c'est la seule chose. Je pense que, comme beaucoup de personnes qui souffrent de ce genre de maladie, c'est la seule chose qu'on contrôle. Moi, je sais que je vis très mal le fait que le travail, j'ai l'impression de rien contrôler dans mon travail. Oui, mais vous voulez trop contrôler, justement. C'est-à-dire que à un moment, une thérapie pourrait vous aider aussi, parce que vous êtes intelligente, vous allez au-delà de cet aspect des calories, ce qui est compliqué parfois dans l'anorexie et dans les thérapies que l'on met en place autour de l'anorexie. C'est difficile de sortir de quelque chose d'un peu obsessionnel autour du tout passe par la nourriture, la prise de poids, le calcul des calories prises ou pas prises. Donc c'est vrai que là, on tourne en rond. C'est difficile de parler d'autre chose finalement. Mais vous avez cette capacité. Vous parlez d'autre chose, vous associez, vous faites des liens à pourquoi, du comment. Donc, à mon avis, je pense qu'une thérapie où vous pourriez vraiment parler de vous, de votre histoire, du rapport à votre corps aussi, du rapport à vos études, de cette peur de ne pas avoir le contrôle, ce sentiment de ne pas avoir le contrôle, c'est déjà, vous êtes plus dans la métaphore là quand même. Donc je pense que vous seriez très accessible à une thérapie et que ça serait dommage de pas y avoir recours, parce que je trouve que vous associez très bien. Vous n'êtes pas enfermé, enfin vous n'êtes pas complètement aliéné à la nourriture, même si pour vous c'est quelque chose qui reste très contraignant. Vous pouvez parler d'autre chose. Oui, mais bon, j'ai... Alors après, il faut le vouloir. Oui, voilà. C'est-à-dire accepter à un moment, de lâcher, mais c'est-à-dire au lieu de contrôler quelque chose qui est assez stérile finalement. Parce que vous contrôlez, ça, vous avez l'impression que tout vous échappe à côté, mais justement, ça vous permettrait, si vous contrôliez moins ça, d'investir plus d'autres domaines de votre vie. La vie affective, la vie amicale, la vie amoureuse, la vie... Dans la relation sociale. Évidemment. Donc ça veut dire, oui, il y a ce vertige de dire je vais être moins dans le contrôle sur cet aspect-là, et pour le moment c'est très angoissant pour vous, parce que vous auriez l'impression de basculer dans du laisser-aller, mais ça serait cette énergie que vous récupéreriez, qui est toute centrée sur cette fixation-là. C'est l'arbre qui cache la forêt, et derrière ça, il y aurait plein d'autres domaines à investir de votre vie. Vous vous rendez compte où vous pourriez trouver finalement une jouissance autre, parce qu'il y a une jouissance à contrôler aussi. Il y a un plaisir, bien sûr. C'est compliqué d'y renoncer. Oui. Puis c'est vrai que du coup, la qualité de vie... s'en ressent. Oui, ça en ressent, Oui, donc il y a des compensations, c'est-à-dire qu'au départ c'est angoissant cette perspective, mais vous trouveriez d'autres compensations, pas du jour au lendemain, c'est un travail au long cours, mais je trouve que vous avez vraiment à vous entendre, je pense que ça pourrait vous être très bénéfique. Avec quelqu'un qui est, dans ces cas-là, c'est vrai, c'est préférable d'avoir un psy qui est spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire.
Ouais. Donc qui pourra entendre, qui pourra savoir un peu quels sont les enjeux de ce... disons qu'après, d'un point de vue pratique, dans la ville où je suis, il n'y en a pas. Donc c'est vrai que après, bon... Il n'y a pas de... Vous êtes même à l'hôpital, il n'y a pas un hôpital de... Oui, peut-être, oui. Peut-être essayer de voir au niveau de l'hôpital, parfois. Oui, peut-être, oui. Hein, si en libéral, c'est possible qu'il n'y en ait pas, parce que... c'est une spécialité particulière et c'est vrai que tant qu'à faire, c'est mieux d'avoir affaire à quelqu'un qui connaît bien parce que c'est particulier cette prise en charge-là. Mais peut-être en demandant à l'hôpital, dans les... Vous pouvez avoir comme ça une adresse ou passer par là. Ça vaut le coup. D'accord. Ça vaut le coup parce que bon. Certes, c'est vrai qu'on peut vivre avec, il y a des personnes qui vivent de façon chronique avec ces difficultés, mais on peut aussi essayer de laisser ça derrière soi. Alors ça prend du temps, ça demande de l'investissement, une motivation, mais ne vous figez pas dans quelque chose forcément de chronique. À défaut, c'est un moindre mal que d'être toujours dans une zone de danger, évidemment. Oui. Mais bon, je veux dire, vous n'avez que 26 ans, hein, donc il y a des choses qui peuvent encore bouger. Oui, je m'étais un peu fait une raison du coup. C'est vrai que... Écoutez, tant que vous n'avez pas vraiment... Le psychiatre avec qui vous travaillez vous a suivi dans ces moments de crise aiguë, mais vous suit ponctuellement là maintenant En fait, quand je vivais dans une autre ville il y a un an pour un autre travail... il m'a suivi pendant à peu près 2 ans, mais c'était plus pour mes problèmes de dépression et plus d'anxiété. Et là, sur ce point-là, comment allez-vous par rapport à la dépression, à l'anxiété ? C'est chronique, donc je vis avec, quoi. Voilà, je prends un traitement, mais après je suis plus suivie depuis quelques mois là que je suis dans cette ville. Dans cette nouvelle ville. Et vous avez toujours pris, c'est un traitement, mais vous n'avez jamais fait à côté une psychothérapie ? J'ai erré j'en ai connu que 4, mais c'est déjà suffisant et j'en avais un petit peu marre de raconter toujours la même chose. Oui, 4, mais vous n'avez pas fait un travail en continu. Vous avez rencontré des personnes. J'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé la personne avec qui ça a accroché entre guillemets, donc. Bon, peut-être que vous êtes aujourd'hui plus demandeuse. Parce que si vous voulez, même par rapport à la dépression, je trouve qu'il est vraiment tôt, à 26 ans, de dire qu'on est dans quelque chose de chronique. Hein. Même s'il y a des antécédents familiaux du côté de votre père. Je pense que c'est vrai qu'on en parlait avec le docteur Alain Gérard quand on a fait cette émission sur la dépression. La meilleure alliance, c'est un traitement médical et une psychothérapie. Donc, je veux dire, tant que vous n'avez pas essayé les deux, tant que vous n'avez pas rencontré un thérapeute avec qui vous vous sentiez en confiance, et dans ces cas-là, vous avez bien fait de changer. Ça sert à rien de s'acharner avec quelqu'un avec qui on n'est pas bien. Mais c'est pas une raison pour renoncer et pour se résigner. Parce que justement, Alain Gérard le disait très bien, le pire dans ce cas-là, c'est de se résigner par rapport à la dépression. L'anorexie, c'est autre chose. Mais vous avez pu faire aussi quelque chose, une anorexie qui est en réaction à votre dépression et qui s'est un peu... qui s'est peut-être un peu, effectivement, à ce moment-là, qui a pris une ampleur, parce que c'était pas simplement l'anorexie liée qu'on rencontre dans des épisodes de dépression. Vous avez véritablement fait une anorexie. Donc, il faut quand même essayer, et en tout cas, pas vous résigner. Je trouve ça dommage. Vous n'en êtes pas là encore. Donc ça vaut la peine d'essayer de rencontrer quelqu'un qui vous corresponde, avec qui vous pouvez parler de vous, de votre histoire, de cette scolarité qui dès le début a été surinvestie, du fait qu'il fallait être la meilleure élève possible, la fille parfaite pour réparer quelque chose, et finalement avec une image idéale de vous tellement énorme qu'elle vous écrase. Et que vous êtes d'une extrêmement tyrannique vis-à-vis de vous-même. Donc il faut abaisser ce seuil un peu, pour vivre un peu plus en fonction de votre désir à vous. Voilà, il y a autre chose que le travail dans la vie. Vraiment, Mathilde. Bon courage. Merci mais cherchez, ça en vaut la peine. Au revoir. Au revoir, Mathilde. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute.
des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Dominique a Rendez-nous la lumière. Bonsoir Romain. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je vous remercie de me recevoir à l'antenne, déjà. Je suis là pour vous. Et moi, je vous appelle en fait ce soir, c'était pour éclaircir un problème familial que j'ai du mal à comprendre. En fait, pour commencer, j'ai une sœur en fait, Oui. qui a 8 ans de plus que moi. Elle a quel âge donc? Elle a 36 ans. D'accord. 37 ans. Et donc elle est mariée depuis une dizaine d'années. Et elle a 2 enfants. Et dans son couple, en fait, ça a toujours été assez explosif. C'est-à-dire toujours à crier, à s'engueuler. Oui. Et en même temps, moi j'ai toujours connu ça, à mêler mes parents dans cette relation de dispute, de couple, dans le couple. C'est-à-dire que votre sœur se confie beaucoup à vos parents? C'est en ce sens-là que vous dites qu'elle les mêle à ces problèmes de couple? Oui. Oui. Elle leur demande conseil, elle leur raconte sa vie. D'accord. Et vos parents, comment ils réagissent? Eh bien, ils prennent position. Oui. Et puis, je trouve que... On va continuer à parler, Romain. Ça sera après le journal. Hein, donc, je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Europe 1, il est minuit. Et le journal est présenté par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. La crise à l'UMP entre dans son 10e jour. La commission des recours a beau donner Jean-François Copé vainqueur avec 952 voix d'avance contre 98 la semaine dernière. Rien n'est réglé. Le député maire de Meaux est aussitôt intervenu pour demander à ses soutiens de choisir le pardon plutôt que la division. Il a même tendu la main à François Fillon, mais l'ex-premier ministre conteste ces nouveaux résultats. Selon certaines sources, Nicolas Sarkozy estimerait préférable l'organisation d'une nouvelle élection pour sortir l'UMP de la crise. Ce que refuse de confirmer Valérie Debord, elle soutient Jean-François Copé et se prononce en tout cas contre un nouveau scrutin. Je crois qu'il faut arrêter de faire parler Nicolas Sarkozy là où il n'a rien dit. Je n'étais pas dans la pièce. Et j'ai beaucoup trop de respect pour lui prêter des propos dont je ne suis pas sûre de la teneur. Est-ce qu'il aurait une légitimité à le faire? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis en capacité de dire à l'ancien président de la République ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Je vous dirais tout simplement que 98% du scrutin s'est passé sans fraude. Que, deuxièmement, il serait peu démocratique de vouloir refaire une élection alors que 178 000 personnes se sont déplacées, ont voté, et qu'on leur demanderait demain, au nom de on ne sait trop quel statut, d'avoir à nouveau à renouveler leur vote. Pour ma part, je crois qu'il faut arrêter à chaque fois que la victoire de Jean-François Copé est confirmée de vouloir trouver une manœuvre pour essayer de l'empêcher d'exercer sa présidence. Valérie Debord avec Jean-Sébastien Soldaini. De son côté, François Fillon, je vous le disais, conteste le verdict et même la légitimité de la commission des recours de l'UMP. Il dénonce un coup de force de son adversaire, tout comme ses soutiens qui brandissent toujours la menace d'un recours en justice et réclament un nouveau vote à l'image d'Éric Ciotti. Elle est illégale parce que tout simplement cette commission est illégitime et qu'elle a travaillé dans des conditions qui sont contraires au droit, qui sont contraires à l'équité. C'est une commission qui était totalement à la main de M. Copé. Ce que nous souhaitons aujourd'hui pour sortir de cette crise, c'est redonner la parole aux militants. Il n'y a pas d'autre solution. On veut que les militants revotent. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. Nous allons poursuivre ce combat par toutes les voies de droit pour faire triompher la vérité. Toutes les voies de droit, Éric Ciotti, ça veut dire que vous maintenez la possibilité de faire des recours en justice? Bien sûr, nous sommes face à des procédures qui se sont mise en place de façon totalement illégale. Nous allons livrer ce combat pour la vérité et l'honneur de l'UMP.
Éric Ciotti, invité de Nicolas Poincaré dans Europe 1 Soir. François Fillon doit réunir ses soutiens parlementaires à 9h30 ce mardi. Et puis, notez enfin que Jean-Sébastien Vialat, le député maire UMP de Sifour-les-Plages dans le Var, soutien de François Fillon, a annoncé ce soir qu'il avait démissionné de son poste de secrétaire départemental du parti. Il dit ne pas se reconnaître dans cette guerre des égos. Pas de compromis ce soir à Notre-Dame-des-Landes. Les opposants au projet d'aéroport rejettent la proposition de la préfecture de Loire-Atlantique, c'est-à-dire de retirer du site les forces de l'ordre à condition que les manifestants cessent les constructions illégales. Ce lundi a été marqué par de nouveaux heurts lorsque les gendarmes ont démantelé des barricades. La guerre des mots est ouverte entre le gouvernement et ArcelorMittal. Dans les colonnes des Échos, Arnaud Montebourg a déclaré, je cite, « Nous ne voulons plus de Mittal en France ». Le ministre du redressement productif qui a ensuite tempéré ses propos. Mais le mal est fait pour l'industriel indien qui s'est dit extrêmement choqué. Il sera reçu ce mardi par François Hollande pour discuter de l'avenir du site de Florange en Moselle. Un site qui pourrait être nationalisé temporairement. Une bonne nouvelle pour l'emploi. Amazon confirme l'ouverture d'un 4e centre de distribution en France. Le distributeur en ligne américain a prévu de s'installer à Lohain-Planck dans le Nord avec 2500 emplois à la clé. Reportage Lionel Gougelot. En période de pointe et d'activité maximale, Amazon prévoit de faire travailler 2500 personnes d'ici 2015 sur ce site. Une plateforme de 90 000 mètres carrés par laquelle transiteront des milliers de produits vendus en ligne par le géant du e-commerce. 2500 emplois, Christian Poiret, le maire, président de la communauté d'agglomération, n'en espérait pas tant. Belle récompense pour un dossier sur lequel il travaille depuis maintenant 10 mois. C'est presque inespéré, oui. Ça va faire du bien au bassin d'emploi du Nord-Pas-de-Calais. Et aujourd'hui, dans l'état actuel de l'emploi au niveau national, c'est vraiment du miracle. Donc maintenant, on va travailler avec Amazon pour les recrutements et nous allons continuer pendant des mois à être partenaires. Dans un secteur où il y a 14% de chômage, l'annonce de cette implantation est une véritable aubaine. Il y aura des emplois de préparateurs de commandes, de magasiniers, de caristes à pourvoir et bien sûr des postes d'encadrement. Alors dans le village, cette arrivée d'Amazon redonne de l'espoir aux demandeurs d'emploi. Ah oui, c'est énorme, 2500 emplois, c'est vrai que c'est quand même un privilège qu'Amazon vienne s'installer ici dans le Douaisis, donc on va essayer de saisir cette chance, quoi. Essayer de postuler pour s'en sortir, quoi. Vu la conjoncture économique, c'est pas évident aujourd'hui d'avoir un boulot, quoi. Donc, Là, on attend quand même pour avoir les inscriptions, savoir comment faire déjà, puis à qui s'adresser. Et dès qu'on sait, voilà, ce sera parti, les dossiers seront. Et les choses maintenant devraient aller très vite. Début des travaux le mois prochain pour une première ouverture d'entrepôt en juillet 2013. À Lohain-Planck, Lionel Gougelot, Europe 1. Un segment de l'autoroute A9 à hauteur de Perpignan a été coupé une partie de la soirée après un carambolage qui s'est produit lors d'une opération antidrogue du GIGN. Un véhicule de gendarmerie et plusieurs voitures sont entrées en collision vers 20h15. Un automobiliste a été légèrement blessé. Les occupants du GoFast poursuivis par le GIGN ont été interpellés. Aucun coup de feu n'a été tiré lors de l'intervention. Le coup d'envoi de la 28e campagne hivernale des Restos du Cœur a été lancé avec une nouveauté cette année, un centre dédié aux seniors. Il a ouvert à Montreuil, les seniors qui sont de plus en plus nombreux à frapper à la porte de l'association. Pour Europe 1, Sandrine Prioul. C'est le tout premier Resto du Cœur pour les seniors. On y trouve d'ailleurs des services bien spécifiques, des couches pour adultes, des soins d'ostéopathie. Ici, on peut aussi se faire coiffer, repartir avec un kit de toilette. Et puis, bien sûr, on peut vous offrir le traditionnel panier d'aliments de première nécessité, café ou pâtes. L'autre originalité de ce centre de Montreuil, c'est qu'on accueille les plus de 60 ans en horaire décalé. D'abord parce que ça leur évite de devoir supporter debout de longues files d'attente. Et puis surtout pour plus de discrétion, résume Richard Sautour, à l'origine de ce resto à part. Ils n'ont jamais eu l'habitude de demander. Donc même s'ils sont dans le besoin, même s'ils sont dans la merde, ils n'osent pas venir. Parce que quand on a plus de 60 ans et qu'on pousse la porte des Restos du Cœur, le constat, c'est pas facile. On se dit, je suis à la retraite, j'ai travaillé toute ma vie et j'en suis résolu à ça, à venir au Resto du Cœur. Est-ce que vous vous rendez compte ? Mettez-vous à leur place, vous feriez la même chose ? Et ils seront de plus en plus nombreux. Le problème, c'est comment effectuer la démarche. Donc c'est un appel qu'on leur lance. Faut venir. Ce responsable du centre a d'ailleurs calculé qu'à Montreuil, un retraité sur 10 pourrait prétendre à une aide des Restos du Cœur, c'est-à-dire des plus de 60 ans qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pour ce jour d'ouverture, seules 30 personnes âgées ont osé franchir la porte de ces restos, mais tout est prévu pour une explosion redoutée des demandes d'ici la fin de l'hiver. Sandrine Prioul, l'an dernier, je vous le rappelle, 115 millions de repas ont été distribués par les Restos du Cœur. Suite et fin de la 15e journée de Ligue 2 de football, Monaco a battu
battu Clermont ce soir 1-0. Les Monégasques qui prennent la tête du championnat devant Nantes, Caen est 3e. Grisaille pluie du Nord-Pas-de-Calais à la Bretagne, mais également à l'est, de l'Alsace à la Provence, en Auvergne, Languedoc et Midi-Pyrénées, temps couvert en Corse, de la neige à partir de 800 mètres dans les Vosges, le Massif central et les Pyrénées, dès 1000 mètres dans les Alpes, les températures 8 degrés prévues à Paris et Valenciennes, 9 à Guéret, 10 à Quimper, 12 à Bordeaux et 15 à Toulon. Europe 1, il est minuit 8. Très belle nuit à vous en compagnie de Caroline Dublanche. Deuxième heure de votre libre antenne. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h. Alors je vous invite à continuer à appeler le 3921 pour me parler de vous. Vous pouvez également composer ce numéro si vous souhaitez entrer en relation avec un auditeur ou une auditrice, lui apporter votre soutien si son témoignage fait écho à votre histoire. Vous pouvez également vous manifester par mail sur le site europe1.fr. C'est ce qu'ont fait Laurence de Picardie et Eric, qui voulaient l'un et l'autre revenir sur Eric, sur le témoignage de Claude, qui a vécu un huis clos conjugal avec sa femme qui, suite à un accident de voiture qui avait laissé Claude aveugle, accumuler tout plein d'objets dans l'appartement. Eric dit il y a toujours un échappatoire à des situations comme cela, il faut qu'il parle, qu'il ose. Eric dit moi-même séparé depuis 1 an, je me suis remis à une passion qui m'a aidé malgré encore un grand manque affectif qui me bloque niveau sentimental. Courage à Claude. On dit parfois que pour rebondir, il faut tomber très bas. Et puis il y a Laurence de Picardie qui, elle, revenait sur le témoignage de Mathilde qui nous parlait d'anorexie. Et Laurence dit il faut accepter de ne pas être continuellement performante et parfaite. Personne ne l'est. Prenez-en conscience, allez en parler. Ça vous aidera à avancer et à vous construire plus sereinement. Bon courage à vous. Vous pouvez également nous faire part de toutes vos réactions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Tout de suite, nous allons retrouver Romain. Alors vous, Romain, vous avez 29 ans. Vous voulez me parler de votre sœur qui en a 36, qui est mariée depuis une dizaine d'années, qui a une relation assez conflictuelle avec son mari et qui se confie beaucoup à vos parents. Voilà, on en était resté là avant le journal. Oui, on était resté là. Et donc, tout ça, et puis mes parents, en fait, surtout ma mère, prenait part, en fait, dans leur couple aussi, à donner son avis, qui n'est peut-être pas forcément la bonne chose. Mais c'est-à-dire qu'elle soutenait votre sœur, elle dézinguait votre beau-frère, ou comment? Non, ça pouvait être les deux. D'accord. Ça pouvait changer. Et toujours dans ce thème-là, moi je suis parti vivre à 600 km de mes parents. Oui. Avec mon ami, notre vie se déroule très bien, tout va bien. Donc vous êtes plus discret, vous avez mis de la distance et vous, si je comprends bien, vous ne parlez pas de votre vie comme ça à vos parents. Non, pas du tout. Et puis d'ailleurs, depuis que je suis parti, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec mes parents, je suis beaucoup plus proche. Oui, ça arrive, ça. Oui. Et en fait, donc il y a, ça va faire peut-être 2 ans. Maintenant, 2 ans. En fait, ma sœur est commerciale, donc elle n'est pas là la semaine. Et elle travaille. Donc dans son travail, elle a failli avoir une relation extra-conjugale. Oui. Ça a failli. Et là, ça a été dans la famille un éclat total. C'est-à-dire que mon beau-frère est tombé, était perdu, il a cru qu'il allait être abandonné. Mais si elle a seulement failli avoir une relation extra-conjugale et que ça ne s'est pas déroulé, comment se fait-il que votre beau-frère ait été au courant ? Elle lui en a parlé ? Alors comment ils ont été au courant ? Je crois qu'elle a dû lui en parler, oui. Où il l'a découvert.
Et en fait, il est tombé vraiment, je trouve, dans l'excès, c'est-à-dire que il a installé sur son téléphone des logiciels qui permettaient d'écouter en temps réel les conversations. Il filtrait tous ses messages. Dans ses sacs à main, il lui a installé des dictaphones cousus avec des piles qui pouvaient durer pendant un temps très longtemps. Et il psychotait, il tombait vraiment dans... on s'inquiétait vraiment. Et il faisait peur, il manipulait les enfants. Et donc, il tenait le discours que sa femme lui appartient et que c'est sa femme et qu'elle finira sa vie avec lui. Bon. De là, mes parents ont eu très peur. Et puis, ils se sont mêlés à tout ça. Ils sont même mes parents font 6 mois à l'étranger et 6 mois ici parce que mes parents sont à la retraite maintenant. Et ils m'ont dit qu'ils allaient rentrer plutôt de l'étranger justement pour cette histoire. Et moi, j'ai été choquée. Je me suis dit, c'est pas vrai, ça recommence encore à mêler mes parents dans tout ça. Oui, vos parents sont mêlés, ce qui n'est pas une bonne chose. Qu'ils soient mêlés à l'intimité de ce couple. Mais bon. Voilà. Et donc, ça a été toujours ça. Et finalement, ma sœur, je sais pas pourquoi elle reste avec lui, mais elle sait que ça va pas bien. Il y a des couples comme ça, très conflictuels. Hein. Oui, parce que j'ai fait il y a 1 an, j'ai fait je voyais une psychologue clinicienne. Et effectivement, ce qui revenait, c'est que je parlais beaucoup de ma sœur. Tiens donc. Oui. Pourquoi ça vous préoccupe autant ? Je sais pas. Alors, apparemment, ce que j'ai découvert de la psychanalyse, c'est que moi, j'étais quelqu'un qui aimait maîtriser la situation, en fait. Et donc, en fait, par rapport à mes parents, là, je vois que ça continue toujours, qu'il y a toujours ce conflit. Et moi, je suis rentré là pendant une semaine voir mes parents en vacances. Et finalement, ça continue. Et puis, j'ai appris que mon père, en fait, il y a 1 an maintenant, j'ai appris, il a 64 ans et il est au premier stade d'Alzheimer. Ah, il est jeune, hein, oui. Voilà. Donc ça, et jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas pleuré. Et aujourd'hui, quand il y a eu les histoires et tout ça, je suis rentré dans la chambre où je dors et je me suis mis à pleurer pendant une demi-heure et à me dire « Papa est malade, papa est malade ». Et voilà. Et comment réagit votre mère, votre sœur ? Parce que ça va changer la donne quand même. Du coup, votre sœur qui se comporte toujours qui est dans une grande dépendance par rapport à vos parents, qui a toujours besoin de leur demander des conseils, pourtant sur quelque chose qui concerne sa vie de femme. Donc là, le fait que l'annonce de cette maladie peut changer la donne au sein du couple de vos parents, évidemment, mais aussi dans la relation de votre sœur avec ses parents. Puisque là, elle s'appuyait sur eux, toujours comme si elle était encore une enfant, à demander leur avis. Là, les choses peuvent s'inverser. Pour le moment, ça continue toujours, en tout cas. Mais c'est-à-dire que votre père, malgré ça, il continue à lui parler de leurs problèmes, elle continue à parler de ses problèmes de couple. Pourquoi elle ne va pas consulter quelqu'un, un thérapeute de couple, plutôt que... Bon, d'accord. Et vos parents, quelle relation avaient-ils mes parents, entre eux? C'était aussi... moi, je pense que, avec du recul, c'était assez conflictuel aussi. D'accord. Bah oui. Donc ça explique aussi peut-être que votre sœur s'adresse à eux. Et que votre mère s'investisse autant dans la vie de sa fille. C'est peut-être une façon de ne pas s'occuper de sa vie. Et vous, d'ailleurs, votre psychanalyste vous faisait remarquer que vous parliez beaucoup de votre sœur, ce qui est aussi une façon de ne pas parler de vous. Alors là, vous êtes bouleversé parce que vous apprenez que votre père est malade. Ça vous amène à parler de vous, là, en votre nom propre. Ouais, et il est suivi par neurologue, orthophoniste et tout ça. Oui. Il arrive quand même à suivre, mais je remarque que des fois, je lui pose 3 fois la même question dans la journée et il me pose 3 fois la même question dans la journée. Bien sûr, oui, bien sûr. Et ça fait mal parce qu'on ne sait pas comment réagir. Il faut lui répondre
Parce que lui ne se souvient plus qu'il vous a demandé ça. Hein. Donc, moi, je fais comme si c'était la première fois. Voilà, en fait. Oui, ça sert à rien de le mettre face à cette réalité que de lui dire qu'il vous l'a déjà demandé, parce que c'est angoissant, surtout dans les premiers stades de la maladie, où il peut encore réaliser, du coup, dans des grands moments de lucidité. Donc c'est lui rappeler, ça serait assez cruel, lui rappeler que vous lui avez déjà répondu et puis qu'il s'en souvient plus. Ouais. Oui, ça ne... parce que ça serait, on n'aurait pas posé le diagnostic de la maladie. Évidemment, vous pourriez mal le vivre en vous disant, il fait pas attention à ce que je lui dis, il essaie et pourquoi est-il aussi distrait, c'est que, ce que je lui dis n'a pas d'importance. Or, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est pas qu'il n'est pas attentif à vous, que ce que vous dites n'a pas d'importance, mais c'est qu'il ne peut pas. C'est physiologiquement, la mémoire immédiate devient très très problématique. C'est-à-dire qu'il peut se souvenir de tout ce qui est la mémoire ancienne, l'enfance, mais tout ce qui relève de la mémoire immédiate, c'est justement là où ça devient très compliqué. Donc c'est pas, vous voyez, donc lui faire remarquer, oui, ça serait cruel. Ça demande de la patience et de prendre sur vous pour vous réagissez très bien, en faisant comme si c'était la première fois. Et après, là où je comprends pas par rapport à ma sœur, oui, c'est que finalement, donc ils ont 2 enfants et il les gâte. Oui. Il les achète, c'est-à-dire que j'ai ma nièce qui est en 4e, par exemple. Oui. Eh bien, elle a commencé à faire du piano. Au bout de 3 mois, ils lui ont acheté un piano à 4 000 euros. Là, elle voulait faire du cheval. Ils lui ont pris un cheval en demi-pension. Écoutez, vous savez que parfois, justement, ils doivent bien, votre sœur et votre beau-frère doivent se rendre compte que le temps qu'ils passent à se disputer, c'est du temps qu'ils ne passent pas à être attentifs à leurs enfants. Que leurs enfants, c'est aussi très douloureux de leur offrir en permanence ce spectacle, qui les accapare beaucoup et qui devient un jeu relationnel. Hein. Vous vous demandez pourquoi ils restent ensemble. Bonne question. C'est qu'il y a des bénéfices secondaires dans cette situation, qui les regardent, qui leur appartient. Le problème, c'est pour les enfants, parce que pour des enfants, effectivement, c'est pas... c'est tout sauf constructif d'avoir des parents qui se disputent constamment. Vous êtes bien placé pour le savoir si vous avez eu en face de vous des parents qui eux-mêmes étaient dans une relation assez conflictuelle. Pour autant, ça peut être une façon de compenser. On compense avec des cadeaux, on compense... c'est parfois la culpabilité qui pousse à agir de la sorte. Mais en même temps, vous n'allez pas changer votre sœur, ou peut-être qu'à travers elle, c'est le fonctionnement du couple de vos parents que vous interrogez. Mais c'est plus facile, entre guillemets, pour vous d'évoquer votre sœur que le couple de vos parents, surtout si vous apprenez que votre père est malade. D'accord. Non. Parce que, vous voyez, vous me parlez de votre sœur, mais c'est vous aussi, dans l'histoire, comment vous vous situez et pourquoi vous donnez autant d'importance au couple que forme votre sœur, même si vous remarquez, qu'il y a des choses effectivement qui ne vont pas bien. Mais en quoi pourquoi ça vous affecte autant? Ouais. Peut-être parce que ça renvoie aussi au couple de vos parents, je ne sais pas. En tout cas, par rapport à votre sœur, vous ne pouvez pas... vous êtes un observateur critique, certes, mais c'est pas, ça n'apportera rien. Oui, donc moi, de toute façon, je ne peux rien non. faire. Pas pour votre sœur. Mais même, tout ce qui se mêle avec mes parents et tout ça. Parce que non, c'est le fonctionnement, oui, c'est ça. C'est à un moment votre mère qui pourrait dire, écoute, c'est ce qui pourrait d'ailleurs aider votre sœur de dire, moi je suis trop proche, trop de parti pris pour pouvoir t'aider à avancer, mais vous devriez, si tu en souffres, aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider, d'extérieur et de neutre.
Bon, Oui, mais c'est un j'aurais- fonctionnement qu'elle a. Elle continue à être dans un mode fusionnel. D'accord, ouais, c'est ce qu'elle recherche. Et... Donc, la meilleure façon, c'est ce que vous dit First Lisa, c'est de prendre un peu de recul par rapport à votre sœur. Et puis, Cathy, si vous vous entendez bien avec eux, ne posez pas trop de questions. Un peu de recul aussi, hein. Et consacrez-vous, vous, à votre vie, et puis au fait qu'actuellement, il y a le fait que l'annonce de la maladie de votre père vous bouleverse beaucoup. Ouais. Essayez de parler de vous en votre nom propre. C'est important, parce que c'est ce que vous faisait remarquer votre psychanalyste. Pourquoi, finalement, vous parlez des autres, et semble-t-il, c'est plus compliqué de parler de vous. Ça a un sens, tout ça, hein, Romain? Certainement. Parce que moi justement, je pensais revoir la psychanalyste, en fait. Ben voilà, c'est une bonne idée. Et je sais pas, c'est bizarre parce que la dernière fois, j'y suis retournée longtemps après, et dans son cabinet, en fait, je me sentais comme chez moi, en fait. Bon, c'est bien. Il y a une notion de familiarité, c'est important. Bon, mais allez lui en parler alors. Allez parler de vous. Ouais. Oui. Parler des autres, c'est une façon de ne pas parler de soi, hein, Romain. D'accord. Je ne peux pas vous répondre sur le couple. Je vous ai dit un petit peu par rapport au couple de votre sœur, mais en tout cas, vous ne pouvez pas intervenir. Sinon, vous feriez comme fait votre mère, à vous mêler aussi. Or, c'est ce que vous ne voulez pas faire, semble-t-il. Non. Donc, laissez-les se débrouiller entre eux. Oui, parce qu'après, moi, ce que je m'inquiétais, c'était aussi par rapport aux enfants. Eh bien, les enfants, écoutez, à un moment, ils ont en face d'eux un couple qui se dispute, et malheureusement, ils doivent faire avec. D'accord. Vous pouvez juste dire par rapport aux enfants que vous êtes un non, vous êtes présent pour autant que vous pouvez l'être, mais que effectivement, si votre sœur vous en parle, dire que ça doit pas être très simple, et peut-être rappeler que vous-même, enfant, vous avez connu ça. Ouais. Et c'est pour ça que ça vous touche autant. Donc parlez de vous et de vous, enfant, hein. Ouais. Bon. D'accord. Bon courage, Romain. Au revoir. Mais merci beaucoup. Au revoir. Cette année, la libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Cat Stevens, Wild World. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Et jusqu'à 1h, vous pouvez appeler le 39 21 pour me parler de vous, qui est le standard d'Europe 1. Un petit mot aussi pour vous dire que le dimanche 16 décembre, je ferai une émission ayant pour thème les relations amoureuses par Internet. Voilà, donc je recevrai le psychothérapeute Pascal Couder qui viendra nous en parler. Parce que vous êtes nombreux dans l'émission à parler, à évoquer la difficulté de se rencontrer, ces rencontres que vous faites par Internet, les pièges à éviter, les bonnes choses aussi qui peuvent se passer. Donc ça sera le dimanche 16 décembre de 23h à 1h en direct. Et si vous voulez d'ores et déjà témoigner ou poser des questions, vous pouvez le faire sur le site europe1.fr. Et comme ça, nous vous rappellerons pour que vous puissiez être présent avec nous à l'antenne. Bonsoir Anne. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Et vous? Très très bien, mais justement, je suis un petit peu étonnée qu'on ait pris mon mail en considération, parce que je vais très bien, contrairement à tous les gens qui en général vous téléphonent. C'est bien aussi d'avoir des témoignages comme ça d'espoir, des témoignages positifs. Oui, c'est sûr, mais je voulais justement faire passer un message à toutes les femmes battues qui hésitent à quitter leur mari, parce que voilà, moi c'est ce que j'ai fait en fin de compte au bout de 23 ans, et puis ça s'est très très bien passé. Maintenant j'ai une vie formidable, voilà. Oui, 23 ans, pas 23 ans de violence quand même. Oui. 23 ans de violence. 23 ans de violence, oui. Mais vous avez dès le début, ça a commencé de votre histoire? Oui, dès le début.
c'est bien simple, on était mariés 3 jours. Mariés 3 jours, comment ça? Ben, nous nous sommes mariés, 3 jours après, j'ai pris ma première gifle. Oui. Et jusque-là, cet homme que vous connaissiez, vous le connaissiez le temps avant de vous marier, il n'avait jamais eu de comportement violent, ni en parole, ni en... Jamais. Oui. Jamais, il avait très très bien caché son jeu. Oui. Et puis bon, la vie. D'abord, on est étonné, on se dit ça va passer. C'est une bon. Puis, oui, comment on réagit comme ça? Parce que quand l'autre montre ce visage-là, vous dites quand il vous a donné cette première gifle, quelle a été votre réaction? J'étais étonnée. En fait, je me suis dit, j'ai pris la faute sur moi. J'ai cru que c'était moi qui avais fait quelque chose de travers. Et puis voilà. Enfin, ça justifie pas pour autant qu'il lève la main sur vous. Ça c'est sûr, mais bon, au début, on est d'abord étonné, on ne sait pas expliquer, on est vraiment dans un... Et puis, ben voilà, ça a continué comme ça pendant 23 ans. J'ai perdu maman 2 ans après mon mariage, donc j'avais plus personne pour me raccrocher parce que j'étais seule, enfant unique, et j'avais plus de parents. J'avais 23 ans, donc je venais d'avoir un bébé, j'avais un bébé de 3 semaines quand elle est décédée. Donc, je me suis raccrochée à ce qui me restait. Et quand le bébé est né, ça n'a pas cessé? Ah non. Et avec le bébé, il s'en est pris, enfin pas tout de suite au bébé. Il a attendu qu'il y ait 1 an ou 2, mais il s'en est pris à l'enfant aussi. Ah bon? Ah oui. Et là, comment vous avez réagi pour le protéger? Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, je me suis toujours mise entre les deux, évidemment. Et puis, quand il a grandi, je l'ai mis à l'internat pour le protéger. Mais là, le fait qu'il s'en prenne à votre enfant, ça vous a pas donné la force de réagir? Je suis partie plusieurs fois, mais je suis revenue. Pourquoi vous reveniez? Parce que d'abord, on travaillait ensemble. Ça, c'était déjà une chose, donc j'avais pas de situation professionnelle. Il vivait chez moi parce que nous étions mariés en séparation de biens, donc j'avais ma propre maison, il vivait chez moi, je n'osais pas le mettre à la porte. Enfin voilà, et puis on se trouve toujours un tas d'excuses. C'est les enfants, même le chien, on a toujours un tas d'excuses. On se les trouve en fait, les excuses. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'au bout de 23 ans, à un moment, justement, toutes ces excuses-là qu'on se trouve, comme vous dites, on les met de côté et puis qu'on se dit c'est plus possible? Qu'est-ce qui a été le déclic? C'était une dispute de trop. Oui. Une bagarre de trop. En fait, nous avions ouvert un restaurant et je devais passer des examens pour avoir l'accès à la profession. C'est en Belgique, on doit avoir un accès à la profession. Oui. Et c'est 2 ans de cours du soir que j'ai suivi. Et le dernier examen, il ne voulait pas que j'aille le passer. En fait, j'avais le diplôme à la clé, ça ne lui plaisait pas. Oui, ça vous donnait l'indépendance. Enfin. Voilà, oui, exactement. Oui. Et alors, il s'est fâché, il m'a battu, etc. Il m'a déchiré la robe que j'avais sur moi. Et là, j'ai eu une réaction. Il y avait la cafetière qui était sur la table. Je lui ai lancé à la figure, j'ai pris la porte et je suis partie. Et vous êtes allé passer l'examen? Oui, j'étais à la gendarmerie, porter plainte. J'étais à 100 mètres de chez moi. Oui. C'est la femme d'un gendarme qui m'a prêté des vêtements. Et je suis allée passer l'examen, voilà. Quelle détermination, là, à ce moment-là. Ah là, c'était fini. Stop. C'était vraiment la dispute de... Oui, là où... Le fait qu'il veuille vous priver de ça, vous aviez beaucoup investi certainement dans cet examen. Vous l'avez eu, cet examen? Oui. Bah, dites-moi, félicitations, parce que dans un tel contexte... Oui, mais c'était justement le dernier examen, c'était un examen de droit. Oui. Et le professeur était un avocat. Oui. Et quand il m'a vue, parce que j'étais couverte de bleu évidemment, il m'a dit « Qu'est-ce qui vous est arrivé » Je lui ai dit « Je me suis fait battre ». Et il m'a donné l'adresse d'un confrère et voilà. Donc il m'a un petit peu poussée aussi. Oui. Bon, je suppose qu'il a été large d'esprit, il a été large dans mes poings aussi. Bah écoutez, il vous a donné un coup de pouce. Voilà. En même temps, il y avait une telle... vous faisiez preuve d'une telle motivation
Parce qu'il a dû être évidemment touché par votre détresse et en même temps à ce moment-là par votre force aussi. Vous étiez prête à aller jusqu'au bout là. Vous n'êtes jamais revenu en arrière. Voilà. C'est ce que je disais dans mon mail, on est forte sans le savoir en fait. Et il faut compter sur sa force. Oui, parce qu'à partir du moment où vous avez pris cette décision, votre mari ne s'est plus mis en travers de votre route. Comment ça s'est... Si, une fois. Oui. Mais bon, ça c'est... En fait, j'avais acheté une maison, une vieille maison, une ruine. Oui. Et je pouvais pas l'habiter tellement elle était en ruine. Oui. Donc j'ai commencé à faire des travaux dedans, mais il avait toujours la clé. Oui. Et il est venu casser ce que j'avais fait. Et là, je suis retournée chez lui et je lui ai demandé, tu me rends les clés, tu ne rentres plus dans cette maison, elle n'est pas à toi. Et là, je me suis vraiment mise en position de force, quoi. D'accord. Et puis ça a été terminé, il m'a laissé tranquille. Comment ont réagi vos enfants ? Très bien. Très bien, parce qu'ils me demandaient depuis une éternité de le quitter. Moi, j'ai eu... Ils en avaient peur, eux, de leur père ? Oui. Oui. Mon fils surtout, ma fille moins, parce que c'est une gamine qui était très très forte et elle lui a toujours tenu tête. C'est votre fils qui est né en premier ? Oui. Oui. Et votre fils, comment va-t-il aujourd'hui ? Mal. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que... il a des problèmes. Il a eu 2 couples qui ont raté. Il a des problèmes pour tout. Il n'est pas fort. Il est pas. Il faut toujours l'aider dans tout, quoi. Est-ce qu'il se fait aider par rapport à... Non, il ne veut pas. Quel dommage. Ah oui. Parce qu'il aurait... C'est très compliqué de se construire. Quand vous dites il n'est pas fort, il a eu une image d'un père non pas fort, mais brutal. Mais voilà, pour un garçon, se construire, quand on a sous les yeux l'image d'un père qui est dans l'autoritarisme, dans la tyrannie, dans la violence, c'est très compliqué parce que on peut avoir tellement peur de lui ressembler qu'au contraire, on va presque s'effacer. Enfin, le garçon peut, être assez passif et par hantise de ressembler à son père. Oui, donc il faudrait qu'il puisse être aidé, rencontrer même souvent un thérapeute homme. C'est important de se trouver face à un homme, un autre modèle d'homme qui pourrait l'aider à se construire. Il est jeune, votre fils ? Non, il va avoir 40 ans au mois de juin. Oui, il a 40 ans. Oui, mais il n'est pas trop tard pour être aidé, parce que c'est dommage. C'est pas étonnant en même temps qu'il y ait de telles répercussions dans sa vie affective. Non, ça c'est sûr, c'est évident. Parce qu'il a une image de couple terrible et depuis qu'il est petit. Oui, et puis lui-même en a subi les conséquences physiquement. Oui, c'est insupportable. Oui. C'est insupportable, ça. Pourquoi il veut pas se faire aider ? Je ne sais pas. Parce qu'il doit se dire que c'est pas lui qui a besoin d'aide, enfin que au départ, lui il est victime, il subit, mais pour autant, il faudrait qu'il puisse parler de ses souffrances, lui d'enfant qui a été victime de violence, qui a grandi dans un contexte familial violent, pour pouvoir être reconnu dans ce qu'il a subi, dans cette souffrance, et pour pouvoir dépasser cela. Parce que sinon, il va rester dans quelque chose de très problématique. Oui, mais je ne sais pas du tout comment je ne vais pas dire le pousser, mais enfin... Si. Non. Vous avez de bonnes relations avec lui ? Mais pour le moment, il vit chez moi, parce que justement, il a eu des problèmes de couple. Et ça fait 2 mois qu'il est installé chez moi. Oui, on a de bonnes relations, mais... C'est-à-dire que c'est dommage qu'il passe à côté de sa vie comme ça et de lui. Vous lui avez dit que finalement, tout ça, ce sont les conséquences de son enfance, de cette histoire de violence. Oui. Et que la violence, ça laisse des traces très profondes. Et qu'il est important d'en parler. Vous avez été soutenu, vous, aidé de votre côté ? Non. Et oui, donc en même temps, oui, vous ne lui donnez pas cet exemple-là. Non, oui, évidemment. Non, j'ai pas été... Oui, parce que sinon, vous pourriez vous appuyer sur votre propre histoire. Alors, vous avez pu à un moment partir, mais au bout de 23 ans, et vous étiez adulte. Lui, c'est un enfant qui a toujours... Enfin, c'est enfant, il a toujours baigné dans ce contexte-là. Et voilà, oui.
Ça serait important parce que c'est tellement dommage qu'il traîne comme ça de telles blessures. Et paradoxalement, sa sœur, qui a 4 ans de moins, oui. Elle en a souffert également, mais elle ne réagit pas du tout de la même façon. D'abord parce que les enfants sont différents. Et puis elle, c'est une fille, donc elle avait pas à s'identifier à son père. Enfin, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on est une fille qu'on s'identifie pas. On peut s'identifier aussi à son père, mais enfin, elle vous avait vous comme modèle. Lui, c'est un garçon. Il avait cette image d'homme pour se construire en tant que garçon. Il avait cette image-là en face de lui. En tout cas, lui, il ne veut absolument plus entendre parler de son père, il ne veut plus le voir. Ça, c'est... Quand ah non, je ne veux plus le voir, il n'y a rien à faire. Et quand il y a des réunions de famille, donc du côté de mon mari, mon ex-mari, ma fille va voir sa grand-mère, etc. Mais mon fils ne veut pas y aller pour ne pas rencontrer son père. Mais oui, il est dans une et on peut comprendre certainement dans une souffrance, dans une colère et il est encore ça certainement tout ça le lie à son père, même si il fait il ne veut plus le voir. Malgré tout, il doit être habité, hanté par cette histoire, et qu'à un moment, il faudrait qu'il puisse la laisser derrière lui. C'est ce que dit Chaudron de la Barre, qui dit « Votre témoignage est bouleversant, la violence laisse de terribles séquelles physiques et psychologiques, et le silence est dévastateur. » Alors il dit que vous avez eu beaucoup de courage et d'humilité en témoignant ce soir. C'est vrai qu'il serait important que votre fils puisse parler, mais lui, il a vécu très très précocement, c'est ça le problème. Ah oui, très très précocement, ça fait certain. Essayez quand même, ne baissez pas les bras et essayez de dire que ça serait important pour lui, comme il est près de vous, voyez bien se réfugier près de vous, vous êtes quand même son point d'attache, son ancrage, de dire qu'il ne renonce pas, qu'il ne se résigne pas, que là, pour le moment, il est dans quelque chose qu'il faut pas rester avec quelque chose qui l'habite encore. Et qui l'empêche d'avancer dans sa propre vie. C'est-à-dire que ces échecs ne sont pas le fruit du hasard. Et peut-être vous pouvez dire que vous êtes consciente qu'il a eu devant lui ce couple bancal que vous lui offriez. Et que ça s'est inscrit profondément en lui. C'est comme déjà quand on est tout petit, tout bébé, même avant d'avoir le langage des mots, on a cette langue-là, cette langue affective. Et pour lui, c'était les coups. Et ça s'est inscrit très très profondément en lui. Et que seul, on peut pas s'en sortir seul comme ça. Vous avez pu le faire parce que vous étiez déjà construite et adulte. Oui. Mais pour un enfant, c'est très compliqué. Un enfant qui a vécu ça tout petit. Ne renoncez pas. S'il lui en parlait ou qui au moins s'il peut en parler par le médecin traitant, enfin. Vous voyez, si ça lui fait peur de la démarche d'aller voir un psy et puis qu'il doit se dire après tout c'est pas à lui d'y aller, ça sera à son père, parce que c'est vrai que c'est son père à l'origine qui serait important qu'il parle de sa violence, mais en même temps ça va pas l'aider lui. Or lui a besoin de pouvoir trouver un espace. Bon courage et merci de votre témoignage, Anne. Merci. Au revoir. Au revoir Caroline, merci. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Europe 1. Je vous parle d'un ami, un miroir, presque un frère, un voyou repenti pourrait même faire l'affaire. Je vous parle d'un ami, un copain de galère. Salvatore Adamo, je vous parle d'un ami. Le témoignage d'Anne qui nous parlait des violences conjugales qu'elle a subies vous fait réagir. Des messages par SMS, quelqu'un qui dit les violences faites aux femmes sont encore tabous dans notre pays développé. Alors c'était la journée mondiale, la journée internationale contre les violences faites aux femmes ce dimanche. Cette personne me dit: j'ai subi pendant 8 mois des viols et brimades de mon chef hiérarchique. J'ai porté plainte, mais elle a été classée après enquête policière.
Et puis, les violences, et ça n'atténue pas leur portée, évidemment, ne concernent pas seulement les femmes, mais des hommes aussi peuvent être victimes de violences conjugales. Poupik dit mon ex-femme était violente alors que je suis invalide. Ma mère était elle-même insupportable sur moi et avec mon père jusqu'à lui porter des coups, et où on voit malheureusement la répétition. C'est vrai qu'on sait que dans notre beau pays, tous les 2 jours et demi, une femme meurt sous les coups de son compagnon. Et c'est vrai que j'ai appris, les enquêtes ont fait qu'un homme meurt aussi sous les coups de sa compagne tous les 13 jours. Donc il y a beaucoup à faire à propos des violences. Ninon qui dit merci pour ce témoignage. Je retiens cette parole d'Anne qui dit on est plus fort que l'on croit. Amitié à elle, dit Ninon. Et oui, simplement à ce moment-là, la peur et la culpabilité qui est toujours du côté des victimes, malheureusement, prend le dessus, d'où la nécessité de faire appel aux associations et de sortir de cet isolement terrible dans lequel enferment les violences. Et puis des réactions aussi qui arrivent pour Romain, qui s'interrogeait sur le comportement de sa sœur, et au-delà de ça, sur le fonctionnement un peu familial, puisque sa sœur confiait tout de son intimité de couple à ses parents et notamment à sa mère. Il y a Laura qui dit tout d'abord merci pour Cat Stevens, il me fait penser à ma tendre maman, et qui dit je suis moi-même perdue à m'occuper des autres, oubliant ainsi mes propres angoisses, et pourtant il est important de savoir être un peu égoïste, ça n'empêche pas d'aimer les siens. Courage à Romain. Chaudron de la Barre qui dit il est toujours bien difficile de comprendre les tenants et les aboutissants des problématiques d'un couple dont on ne fait pas partie. Votre intérêt est louable mais ne doit pas entraîner davantage de tiraillements chez vous. Vous semblez vous oublier en route au point d'être en marge de la page de votre propre histoire de vie. Recentrez-vous sur vous et ne vous laissez pas grignoter par la problématique de vos proches. Douce et agréable nuit à vous. Et puis Orchidée dit oui, il est souvent plus facile de s'occuper des autres que de soi. Courage à Romain et qu'il prenne soin de lui surtout. Bonsoir Delphine. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai pas une super sonorité, mais bon, j'arrive quand même à vous écouter. À vous entendre. Oui, parce que nous, on vous entend bien. Donc, c'est vous qui avez du mal à entendre Europe 1. Merci quand même d'être branché sur... Pourquoi vous êtes dans une région où on ne nous entend pas bien ? Non, c'est juste que je suis avec le portable et je ne connais pas mon numéro de fixe. Donc, d'accord, c'est juste ça. D'accord, mais ok, voilà. Ok, d'accord. Alors moi, je voulais réagir par rapport à la personne, comme j'étais en train d'écouter, mais j'écrivais des choses sur l'ordinateur, j'ai pas retenu son prénom, par rapport aux troubles du comportement alimentaire. Mathilde. J'ai entendu, oui. Voilà, c'était Mathilde, et j'ai entendu donc elle parlait, elle a un contexte avec un père dépressif, donc j'avais plusieurs choses à dire. Et puis, ce qui m'a fait bondir, c'est la réaction de ce psychiatre. Donc moi, j'ai envie de lui dire, moi j'ai été anorexique. Oui, qui parlait de chronicité, pour ceux qui nous rejoindraient, voilà. Alors, elle a 26 ans, Voilà, et qu'elle ne se laisse condamner par personne d'avance. Pour moi, il faut croire au miracle. Moi, j'étais condamnée, c'est-à-dire, on ne savait pas trop. Ce qui m'a aidée... Condamnée par rapport à quoi ? Parce que j'ai commencé un traitement, une thérapie très tard par rapport, on va dire, à mes débuts d'anorexie. Donc, ça fait plusieurs années que j'avais ce problème. Oui. J'avais quand même une vraie gaieté en moi. C'est ce qui m'a aidée. Je vivais dans mon monde, j'aimais beaucoup de choses simples, j'avais quand même une certaine joie de vivre. C'est très particulier, cette maladie qui m'est quand même tombée dessus du jour au lendemain. Après, je suis devenue complètement boulimique, puis après, c'est passé sur autre chose. Enfin bon. À quel âge elle est 12 ans, j'ai commencé à être anorexique. Ça n'a pas duré longtemps puisque ma mère était tellement inquiète de me voir maigrir que pour elle, je me suis mise à manger énormément du jour au lendemain. Donc je vous explique même pas ce que l'organisme a subi. J'étais diagnostiquée comme atypique. Donc déjà, ça vous aide beaucoup. Et j'ai quand même rencontré... le premier psychiatre que je suis allée voir m'a permis de m'exprimer. Oui. Après, ce qui m'a aidée, ça a été... je suis sortie de mon milieu. Elle a un père qui est dépressif. Elle veut, j'imagine, l'aider. Or, quelque part, elle ne peut rien faire. Si ce psychiatre, à mon avis, parle de chronicité... Il y a des gens, c'est leur façon d'exister. En même temps, son père, il a aussi à régler ses propres problèmes. Peut-être qu'il a du mal, mais quelque part, elle, il faut qu'elle pense à elle. Elle a 26 ans, elle a toute la vie devant elle. Je pense qu'il faut qu'elle sorte de ce schéma performance comme c'était le cas chez moi. Moi, je suis vraiment tombée réellement très bas.
Mais j'étais super heureuse. Ça n'a rien à voir. Et puis, on est libre, en fait, qu'elle arrive à acquérir cette certaine liberté, qu'elle ne soit plus tributaire du regard des autres et de la société. Elle a sa vie à vivre, quelle qu'elle soit. Et ça, pour moi, ça a été un vrai soulagement. C'est-à-dire que j'ai fait des rencontres avec des gens qui avaient des opinions totalement différentes de celles qu'on m'avait inculquées depuis ma plus tendre enfance. Et vous les avez provoquées, ces rencontres? Comment ça s'est fait? En fait, moi, je n'arrivais pas, comme je n'arrivais pas à manger comme les autres, à faire la chose la plus essentielle comme les autres, les choses ordinaires, je n'arrivais pas à les faire. Pour avoir ma revanche sur la vie, je me suis dit, tu vas faire des choses extraordinaires. Et j'ai voyagé. Et ça m'a beaucoup aidée. Alors après, c'est pas parce que j'ai voyagé que j'ai plus eu ces problèmes de nourriture, mais petit à petit, les choses ont changé. J'ai mis des années, hein. Mais ça ne veut pas dire qu'elle mettra aussi longtemps que moi. Oui, mais c'est intéressant parce qu'en voyageant, vous conseillez à Mathilde de prendre un peu de distance affective avec sa famille. Or, vous, le voyage, symboliquement, c'est quand même... vous coupez le cordon avec votre famille. Là, Il y avait de ça. Et puis, il y avait aussi le fait que moi, je vivais je voyais avec les yeux de ma mère, je pensais, parce qu'elle était... On va dire que c'était elle plutôt qui portait la culotte, mais j'avais un schéma, une vision très étriquée de la vie, qui était celle de mes parents finalement. Et puis en voyageant, j'ai rencontré des gens avec des mœurs, je vous explique même pas, mais qui avaient un vrai fond, qui était d'une gentillesse, voyez, extraordinaire, vraiment des personnages, dont une personne avec qui je suis toujours en contact sur Facebook, ça fait maintenant plus de 10 ans. Et du coup, je me suis dit, mais finalement, il n'y a pas que dans ton milieu qu'on trouve des gens bien ou... Il y a plein de choses à faire partout. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit et j'ai trouvé mon bonheur peut-être là où je ne l'avais pas avant. J'ai aussi perdu ce regard très de juge que j'avais sur moi-même et sur les autres en fréquentant finalement des gens. Et toutes ces choses-là m'ont libérée. J'avais quand même encore des problèmes de nourriture, mais ça m'a permis petit à petit de trouver un équilibre. Et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui... je mange, je bois. Sans que ça soit... c'est pas compliqué pour vous? Non, pas du tout. Non, vous avez retrouvé du plaisir à manger mais oui. Ouh là là, mais c'est multiplié. Je dirais même que j'ai toujours aimé manger, j'ai toujours été une bonne vivante. Mais maintenant, je cuisine, je n'achète pas mes produits n'importe où. J'ai pas énormément les moyens, mais je mange des choses de qualité, je suis très sensible au goût, enfin, c'est peut-être multiplié encore par 10. Après, il m'arrive peut-être 2-3 fois par an, dans des moments d'angoisse, de grignoter, puis de ne pas être bien. Ça m'arrive, mais surtout ne pas en faire une histoire. Hop, c'est ça, c'est pas obsessionnel, c'est pas bon. Oui. Hop, si ça devient, je rejette et puis bon, c'est pas du tout ce que c'était avant. Et votre famille vous a laissé partir je sais pas à quel âge vous êtes partie comme ça, vous êtes mise à voyager. Parce qu'on leur a dit c'est vital, il faut qu'elle parte. Qui leur a dit ça? Un père de la famille qui était médecin, qui ne leur avait pas signalé mon problème. Après, bon, ce qui se dit dans la famille, c'est certaines personnes disent on ne l'a jamais dit. Après, c'était vraiment aux prémices de la découverte de l'anorexie, de la boulimie. Mais moi, c'était d'abord je voulais voyager. Même si j'étais bien élevée, etc. J'étais étriquée dans ma famille et j'étais une fan de voyage, c'était mon rêve le plus cher et finalement je me suis réalisée. J'ai pas fait le tour du monde peut-être par manque de moyens, mais j'ai travaillé dans des pays à gagner 3 francs 6 sous, mais ça m'a permis de me payer un séjour. Oui, mais c'est intéressant parce que souvent dans le rapport comme ça avec l'anorexie, il y a un lien très très tyrannique d'ailleurs avec l'entourage, parce que c'est souvent. Mais du coup, il y a une dépendance très très forte. Donc vous, c'est pas anodin vous aviez ce désir-là en vous, ça faisait partie de votre personnalité, mais de partir comme ça. Il fallait partir. Oui, d'ailleurs, souvent, c'est ce qu'on met dans les hospitalisations qui sont très dures à vivre pour la personne qui souffre d'anorexie et pour l'entourage. Mais à un moment, les hospitalisations passent par une coupure avec l'entourage. Alors vous l'avez fait de façon beaucoup plus joyeuse et en voyageant. Je l'ai fait également par une hospitalisation choisie pendant mes vacances. Mais j'étais pareil, considérée comme atypique. Donc, c'est-à-dire qu'on disait souvent que les anorexiques mentaient, etc. Moi, je voulais absolument m'en sortir, donc je notais tout dans mon carnet. Je faisais tout ce qu'on me disait de faire. Je voulais vraiment m'en sortir.
Mais il y a plusieurs formes d'anorexie, hein, c'est vrai, il y a plusieurs... oui, quand on dit l'anorexie, oui. J'étais devenue boulimique à l'époque, mais disons que je voulais vraiment m'en sortir. Je faisais tout ce qu'on me disait de faire. Oui. Mais je n'ai pas... Alors ça aussi, ça a été un coup dur, parce qu'on m'avait dit, il n'y a que comme ça que tu vas t'en sortir. Non, je m'y suis fait quand même des amis avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Comme quoi, même à la clinique, on peut avoir du bon temps. C'est petit bout par petit bout, en fait, c'est un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et même si des fois aujourd'hui, on a quand même une sensibilité exacerbée, on a quand même eu un passé difficile. Oui, bien sûr. Oui. Mais oui, mais on sent qu'il y a chez vous une gaieté. On sent dans le recul avec lequel vous en parlez. Et normalement, je ne le fais pas, mais on peut dire, vous avez quoi, 40 ans à peu près. C'est important de le dire parce que. Je l'ai passé. Vous venez de les passer ? Oui. D'accord. Non, mais c'est important parce que Mathilde disait par rapport à ce médecin qui lui avait dit il y a des femmes à 40 ans, elles vivent toujours avec, c'est chronique. Bon, oui, mais enfin, c'est pas pour autant que Mathilde doit se résigner à 26 ans. Donc, c'est vrai que j'étais très heureuse de vous entendre. Oui. Voilà. Ne pas se résigner. Ça criminel. J'espère que Mathilde était à l'écoute et parce que c'est vraiment très vivifiant votre témoignage. Merci beaucoup. Merci Delphine. Il faut qu'on se quitte parce que c'est la fin de l'émission, mais merci beaucoup. Au revoir Delphine. Au revoir. Dommage, mais il faut qu'on se quitte. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est 1h sur Europe 1.